Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 135. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice assez intriguant qui va entremêler analyse et algèbre. Bon, en fait, on va faire plus d'analyse que d'algèbre, mais soit, l'idée étant qu'on veut étudier des morphismes de groupe qui vont partir d'un sous-groupe de R+, à valeur dans R, et on va voir qu'en ajoutant une petite propriété à tout cela, eh bien, on ne va pas avoir énormément de morphismes de groupe qui vont satisfaire cette propriété. L'énoncé précis du jour est le suivant. Nous avons G, un sous-groupe de R+, et phi, un morphisme de groupe croissante. Donc c'est ça la petite propriété qu'on va ajouter, qui va de G vers R. On veut alors démontrer qu'une telle fonction se doit d'être une fonction linéaire à coefficient directeur positif. Donc voilà, c'est un très joli exercice qui pourrait s'aborder en première année de classe préparatoire. Alors peut-être pas en tant que tel, puisque en tant que tel, il faut quand même avoir fait beaucoup d'exercices sur notamment l'étude de sous-groupes de R+, sur notamment l'étude de certaines fonctions continues qui vont de R vers R. Bref, il faut avoir connaissance de certaines choses là-dedans, d'avoir fait déjà pas mal d'exercices dans ce domaine-là avant de vraiment prétendre attaquer cet exercice directement en tant que tel. Il est bon aussi d'avoir une bonne culture mathématique pour attaquer ça, mais vraiment, à part ces points-là qui vont être les points les plus importants de la résolution, avec le plan de résolution que je vais vous donner, où je vais justement surligner ces points-là, eh bien, j'affirme qu'on peut attaquer cet exercice en première année de classe préparatoire, car il n'y a vraiment pas besoin d'avoir plus de connaissances que ça. Et même dans tout l'exercice, les petits exercices que je vais mentionner, qui vont être assez importants pour pouvoir attaquer cet exercice, les résultats qui vont être assez importants, c'est des résultats de culture mathématique assez forte, et qui peut être vraiment bon et super important. Il y en a même qui sont super importants à connaître en première année de classe préparatoire. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que cet exercice peut vraiment s'aborder en première année de classe préparatoire, plan ou pas plan. Mais avec le plan, ça sera peut-être un petit peu plus facile parce que il faut vraiment avoir du recul pour attaquer l'exercice que nous avons là, sous nos yeux. La deuxième chose que j'aimerais dire, et ça sera la dernière avant de me lancer et de vous donner un plan de résolution, ça serait de dire que cet exercice fait partie d'une série d'exercices qui portent sur les valeurs absolues concernant n'importe quel corps. Donc en effet, on peut généraliser la notion de valeur absolue qui existe pour les réels en demandant à avoir des fonctions qui partent d'un corps à valeur dans R+, et qui satisfont des propriétés tout à fait analogues. Notamment, ça se comporte bien pour la multiplication, il y a l'inégalité triangulaire, des choses comme ça. Et on a commencé cette série avec un précédent exercice, l'exode numéro 134, où nous avons démontré une première partie d'un gros théorème, le théorème d'Ostrowski. Ce théorème qui a pour but de, en fait, caractériser et carrément dire exactement quelles sont les valeurs absolues que l'on peut définir sur le corps des rationnels. Et donc, dans l'exode numéro 134, nous avons étudié des valeurs absolues qui vérifiaient une propriété supplémentaire d'être ultramétrique. Je vous invite grandement à aller jeter un coup d'œil à cet exercice avant de voir cet exercice-là, même si en soi, vous n'avez pas besoin d'avoir les connaissances de l'exode numéro 134 pour attaquer cet exercice-là. Vraiment, vous pouvez attaquer cet exercice complètement indépendamment de tout le reste de la série sur les valeurs absolues. Mais si ça vous intéresse, si ça vous pique un peu la curiosité, n'hésitez pas, les liens sont en description. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense pas. Donc je vais vous inviter, comme d'habitude, à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Et donc, je vais vous parler d'un plan d'attaque pour résoudre cet exercice. Et pour ce plan d'attaque, j'ai deux références importantes sur la chaîne qui peut être bon d'aller jeter, d'aller voir, en tout cas, d'aller jeter un coup d'œil avant d'attaquer la résolution ici. Surtout si vous ne connaissez pas ces résultats-là. Parce que je pense que ce sont des résultats de culture mathématique très importantes. Et même pour un première année de préparatoire, c'est vraiment important de les avoir attaqués avant toute chose. Donc, les références que j'ai, ce sont l'exode numéro 20 et l'interro-surprise numéro 20 du même nombre. Donc en effet, on va avoir besoin des résultats qui sont dans ces deux exercices. Alors dans cet exercice, ça ne va pas être le résultat de l'exercice en lui-même, ça va être un sous-résultat, un sous-exercice qui se cache dans l'exode numéro 20, qui va nous être très utile pour attaquer l'exercice qui est ici. Et l'interro-surprise, c'est en lien avec justement les applications continues qui vont de R vers R et qui vérifient certaines propriétés, notamment des équations fonctionnelles. Et donc ce résultat-là va être très utile pour démontrer ce qui nous attend. Car en effet, si vous connaissez un résultat lié à cette interro-surprise, vous pourriez avoir une bonne idée de comment vous pouvez attaquer la résolution de cet exercice. Bien, alors, la première chose qu'il faut mentionner, c'est que si je regarde un sous-groupe de R+,
et donc ça c'est justement dans l'exode call numéro 20, eh bien je sais que les sous-groupes de R+, c'est soit des sous-groupes discrets de la forme AZ, avec A dans les entiers naturels, disons, entier naturel non nul si on veut enlever le cas trivial, mais je pense qu'il est important quand même de compter le cas trivial. Ou alors, G est dense dans R. Très joli exercice, je vous invite vraiment à le faire avant toute chose. Donc c'est un très joli exercice et on va utiliser, pas à tour de bras parce qu'on ne va pas l'utiliser à plusieurs reprises, mais on va vraiment l'utiliser et ne pas se restreindre, ne pas l'utiliser justement, parce que ça nous dit vraiment à quoi peut ressembler les sous-groupes de R+. Et en sachant ça, eh bien on peut commencer à avoir une idée de comment attaquer cet exercice. En effet, on voit donc qu'on a deux cas de figure à traiter, ça va être le cas où G est discret, et ensuite le cas où G est dense. Donc en effet, la première chose qu'il va falloir traiter, et ça va être le cas le plus facile à traiter, ça va être le cas où G est discret. Donc traiter le cas où G égale AZ. J'ai mis en question 0, mais peut-être je vais le mettre en question 1. Quand même. Parce que c'est pas si évident. C'est assez facile à traiter, mais c'est pas si évident à faire, donc il faut quand même un peu écrire les choses. Donc d'abord, on va traiter ce cas-là. Et puis une fois qu'on aura traité ce cas-là, et ben là, on va s'intéresser à la partie difficile, le cas où G est dense. Et pour traiter le cas où G est dense, alors là, il faut faire preuve de jugeote, et de jugeote pas évidente du tout. Parce que si on n'a jamais vu d'exercice, et c'est ce que je disais au début, cet exercice vraiment fait appel que à des connaissances de première année de classe préparatoire. Mais ça demande à avoir fait déjà beaucoup d'exercices, un petit peu dans ce genre-là, où on étudie des fonctions qui vérifient des propriétés, et là notamment des morphismes de groupe. D'accord? Donc là, on est en train de regarder des morphismes de groupe, c'est-à-dire des applications qui vont de G vers R et qui vérifient une certaine égalité, notamment ici, phi de x plus y, ça va être phi de x plus phi de y. Et en voyant ça, si vous avez jeté un coup d'œil à l'interro surprise numéro 20, vous pourriez vous dire « Ah, mais il me manque quelque chose. Il me manque la continuité. » Alors, ça va être un peu difficile de démontrer que phi est continu, étant donné que phi n'est défini que sur G. Mais la bonne idée, ça serait de chercher à prolonger phi de R vers R par une fonction qu'on va appeler psi, qui serait, on ose espérer, continue. Et bien sûr, qui serait aussi les autres propriétés. Donc ça serait bien d'essayer aussi de garder le fait que la fonction est croissante, etc. Ça serait bien d'essayer de conserver tout ça. Mais vraiment, l'idée de base, c'est de se dire que je veux étendre la fonction phi sur une fonction psi qui va de R vers R et qui, j'ose espérer, conserve la continuité, conserve les équations fonctionnelles. Et en cela, on pourra utiliser le résultat de l'interro surprise numéro 20 pour conclure qu'en fait, une telle fonction, ça doit être une fonction linéaire. Donc voilà, l'idée ici, c'est étendre phi en une fonction psi qui va donc de R vers R. Donc là, il va falloir vérifier qu'elle soit continue, croissante, et qui vérifie aussi les propriétés qu'on souhaite, c'est-à-dire on veut l'équation fonctionnelle, plus morphisme. Donc en fait, morphisme de groupe. Si on a ça, alors par l'interro surprise numéro 20, le résultat que nous avons revu donc à travers cette vidéo, nous savons qu'une fonction qui est continue et qui est un morphisme de groupe se doit d'être linéaire et le coefficient va être positif à cause de la croissance. Donc grâce à l'interro surprise numéro 20, on peut conclure. Alors maintenant, comment étendre une telle fonction? Alors, il y a un moyen général qui peut permettre d'étendre une fonction à une autre fonction tout en conservant la croissance. Et l'idée, alors un peu astucieux, mais pas tant si on y réfléchit un peu, l'idée est de se dire essentiellement que je vais regarder l'ensemble des images que je peux atteindre dans G en faisant le tour de certains éléments, et notamment des éléments peut-être qui sont plus petits que le x qui m'intéresse. Le x, disons, est un élément réel qui n'est peut-être pas nécessairement dans G. Et ce que je peux me dire, c'est, j'aimerais quand même garder la croissance. Donc si je veux garder la croissance, ça serait bien qu'au pire du pire, ce soit égal à l'élément, en fait, à l'image qu'on obtient par un élément de G qui est juste en dessous de l'élément réel que nous avons sous la main. Le problème, c'est que juste en dessous, pour le cas discret, c'est pas trop difficile. Mais pour le cas dense, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, l'idée, c'est de se dire, ok, imaginons on a donc une suite, parce qu'on est dense, hein.
Donc ça veut dire que notre x réel, on a une suite d'éléments dans G, et qui plus est, on pourrait demander à ce que cette suite partie des éléments inférieurs. On regarde les éléments qui sont dans G qui tendent vers x en partie inférieure, et on regarde étape par étape les différentes images que l'on obtient par G. Et qu'est-ce qui va nous intéresser, étant donné que la fonction est croissante? Eh bien, les images vont être croissantes également, vont grandir petit à petit, jusqu'à atteindre un certain maximum. Mais maximum, ça ne fait pas trop de sens si cet élément n'est pas dans G. Donc, on va parler plutôt de sup. Et c'est là l'idée donc de l'extension que l'on va proposer. On va considérer la fonction psi qui, à x, va en fait nous donner le sup. C'est ça la grosse force de la chose. On va regarder le sup des images que l'on peut avoir par phi d'un élément de G qui se trouverait être juste en dessous de l'élément x qui est en jeu. Donc je vais l'écrire maintenant. On considère alors psi la fonction qui à x associe le sup, donc des phi de t pour t appartenant à G inter, cet ensemble-là, donc moins infini jusqu'à x. Et il va falloir démontrer que ce psi vérifie exactement les propriétés qu'on souhaite. Donc, dans l'ordre, parce que bon, il y a quand même un ordre à respecter pour pouvoir conclure, dans l'ordre, on va d'abord démontrer que psi, donc ça sera ma deuxième question, montrer que psi est bien défini. Montrer que psi est bien défini. Et ça serait quand même bien de vérifier que le sup existe. Et ça, bon, ça va pas être très difficile, mais quand même. Ensuite, il faut montrer que ce psi-là, c'est une fonction qui est croissante. Donc, montrer que psi est croissante. Ça serait pas trop mal non plus. Une fois qu'on a montré ça, on peut aussi vérifier est-ce que psi prolonge bien phi. Donc, c'est-à-dire, donc ça c'est la question 3, question 4. Ah, purée. Donc, question 3, c'est ça. Question 4, on veut vérifier est-ce que ça prolonge bien phi. Donc, montrer que psi prolonge phi. Donc, quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut vérifier que pour n'importe quel élément qui est dans G, psi de cet élément, c'est égal à phi de ce même élément. C'est tout ce qu'il faut faire. 5, on va montrer ensuite qu'elle est continue. Et pour montrer qu'elle est continue, je vous le donne tout de suite, on va en fait démontrer qu'elle est uniformément continue sur R. Ce qui n'est pas le cas de n'importe quel morphisme, si vous repensez à des exercices que nous avons déjà traités sur l'uniforme continuité. Vous auriez pu constater en effet qu'il n'y a pas beaucoup de morphismes qui vont être uniformément continus de R vers R. Et 6, il reste à vérifier ensuite l'équation fonctionnelle. Et c'est exactement dans cet ordre que nous allons démontrer les choses. Et une fois qu'on aura démontré tout ça, là, on peut appliquer le résultat de l'interro surprise numéro 20 pour conclure que psi, ça n'a pas d'autre choix que d'être une fonction linéaire à coefficient réel, bien sûr, et puis réel positif parce qu'on veut que la fonction soit croissante. Pas mal, hein? Donc là, maintenant que je vous ai donné ce plan, je pense que n'importe quelle première année de classe préparatoire peut attaquer cet exercice. Et je vous invite donc dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice maintenant que je vous ai donné un plan d'attaque. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Et on est donc parti pour une résolution qui va suivre le plan que je vous ai proposé ici. Alors commençons par traiter le cas simple, le cas où G est égal à un certain AZ. Bon, si A égale 0, c'est trivial. Vous choisissez n'importe quel lambda, phi de 0, puisque ça doit être un morphisme de groupe, phi de 0, c'est 0. On n'a pas le choix. Et donc, phi de 0, c'est 0, et c'est tout ce que vous avez dans votre groupe G, puisque G n'est fait que de 0 dans ce cas-là. Et si vous regardez bien la propriété que vous voulez satisfaire, n'importe quel lambda va satisfaire cette propriété. Donc, lambda réel positif, bien évidemment, ça marche. Très bien, alors maintenant, je vais supposer que A est non nul. Très bien. Alors, si A est non nul, bon, c'est vrai qu'on a encore deux cas de figure à traiter, soit phi de A est nul, et si phi de A est nul, on va conclure aussi très rapidement, soit phi de A est non nul. Donc, si phi de A est nul, ça veut dire que finalement, phi est nul tout le temps, et donc vous pouvez prendre lambda égale 0, ça convient.
C'est pas très difficile, hein, utiliser la propriété de morphisme de groupe. Vous avez donc un n fois A, bah, ça va être n fois phi de A, tout simplement. Donc très bien, vous avez ça. Et puis, bah, si phi de A est non nul, hop. Sinon, bah, comme je viens de commencer à le dire, pour n'importe quel n dans Z, vous avez phi de n A qui va être la même chose que n fois phi de A. Et bon, bah, ce qui semble se dessiner doucement sous nos yeux, c'est que le lambda qui pourrait être le bon choix dans cette affaire, ça pourrait être tout simplement un truc en lien avec phi de A. D'accord? Très bien, pour l'instant, on ne voit pas encore vraiment ce qu'il en est, mais soit. Et ce n-là, bah, c'est quoi en fait? Bah, c'est n fois A divisé par A. On peut constater déjà ça, c'est n fois A divisé par A. Donc, vous pouvez aussi réécrire comme ceci, n fois A divisé par A fois phi de A. Et en faisant ça, bah là, vous pouvez constater que vous avez phi de x. Donc, si on veut maintenant réécrire x, parce que l'idée, c'est d'écrire les images juste par rapport à un x, d'accord, qui est dans G. Donc, phi de x, ça serait donc tout simplement x fois phi de a divisé par a. Ce phi de a divisé par a ne dépend que de a et de son image par phi. Donc, on conclut alors qu'on a pour tout x dans G, phi de x qui est égal à phi de a sur a fois x. Et maintenant, si vous voulez la croissance, donc là, je viens de me rendre compte que phi de a égale 0 se traite aussi avec ce cas-là. Bon, c'est pas très grave. Donc, pour que phi soit croissante, il faut que phi de a sur a soit positif ou nul. Donc ça va alors dire que, bah, comme a est déjà un entier naturel, hein, je le redis parce que je l'ai dit ici, mais je le répète, a est un entier naturel, il faut donc que phi de a soit aussi positif. Donc bah, c'est terminé. Et c'est lui qui va jouer le rôle de lambda, hein, bien sûr. Voilà. Et donc c'est terminé. On conclut le cas 1. Alors, autre chose que je n'ai pas faite, mais bien évidemment, vous pouvez constater que si vous avez un morphisme comme ça, c'est bien un morphisme de groupe croissant qui va de G vers R. Voilà, je ne le fais pas, c'est la synthèse si vous voulez, c'est pas difficile, il n'y a rien à dire. Hop. Bref, voilà la première question et la première étape faite. C'est donc pas très difficile. Maintenant, on va taper dans le dur. Et on va supposer que G est dense dans R. G dense dans R. Alors, pour montrer que G est dense, enfin, pas pour montrer, parce que montrer, c'est déjà fait. Mais pour utiliser le fait que G est dense dans R, comme j'ai dit, on va introduire ce psi, qui est la fonction qui va de x vers ce sup. La première question à se poser, c'est est-ce que psi est bien défini? Donc, on est parti. Psi bien défini. Alors, pour montrer que psi est bien défini, il suffit de montrer que le sup existe bien. Pour montrer que ce sup existe bien, il faut montrer que l'ensemble qui est ici est à la fois non vide et majoré. Donc, montrer que l'ensemble phi de t avec t dans moins infini x est non vide et majoré. Ouais, dans R, quoi, on va dire comme ça. En tant que sous-ensemble de R. D'accord, hein, pour montrer qu'un sup existe, il faut toujours montrer d'abord que l'ensemble est non vide. Bah, alors ouais, vous pouvez toujours étendre les notions de sup. Si c'est vide, vous pouvez dire que c'est moins infini. Si c'est pas majoré, vous pouvez dire que c'est plus infini. Mais bon, là ici, je aimerais bien que les images soient bien définies au sens où je ne veux pas que ce soit l'infini. Donc pour être sûr que ce soit bien défini, dans ce sens-là, il faut que les ensembles soient non vides et que ces ensembles-là soient majorés. Donc première chose, non vide, bah, c'est pas difficile. Vous savez déjà que G est dense dans R. Et vous savez alors que bah, vous avez ici un ouvert hein, qui se cache derrière, ça serait de moins infini à x. Et donc, bah, n'importe quel ensemble dense intersecte n'importe quel ensemble ouvert de R. Donc, vous avez ça, et l'ensemble moins infini avec x est un ouvert non vide. Donc, ouais, bien sûr, il faut montrer ça pour tout x dans R, bien sûr. Ouvert non vide de R.
Donc par conséquent, c'est gagné, hein, vous avez intersection qui est bien sûr incluse dans ce qui nous intéresse un peu plus. Voilà, qui est bien sûr incluse là-dedans, et celui-là est non vide. Terminé. Voilà. Vous pouvez aussi la jouer en disant que vous avez eu la possibilité de construire une suite d'éléments qui tend vers x et tout en restant plus petit que x. Si ce n'était pas forcément plus petit que x, vous pouvez vous amuser à faire des jeux de soustraction pour vous ramener à quelque chose qui est plus petit que x. C'est pas difficile du tout. Mais bref, autant vraiment ne pas se casser la tête et utiliser la densité vraiment en son sens propre, qu'il intersecte n'importe quel ouvert de notre ensemble. Ça marche très bien. N'importe quel donc intervalle ouvert ici. Bref, donc ça c'est OK. Alors là, je viens de montrer que c'est non vide. Reste à montrer que c'est majoré. Donc pour montrer que cet ensemble est majoré, ce qu'on va faire, c'est que, encore une fois, on sait que G est dense dans R. Comme G est dense dans R, je peux m'amuser à regarder un intervalle légèrement plus grand, notamment un autre intervalle à partir de X. Regardez l'intervalle qui va de X vers X plus 1, par exemple. Et si je regarde ça, eh bien, je peux constater que j'ai forcément un élément qui va être dans G là-dedans. Et par croissance de phi, je vais pouvoir majorer tous les éléments qui se trouvent dans l'ensemble par cette image qui serait d'un élément entre x et x plus 1, par exemple. Alors après, on peut traiter bien sûr deux cas de figure, et je vais le faire avec plaisir, en effet. Donc on a deux cas de figure qu'on pourrait traiter. C'est soit l'élément x est dans G, et si x est dans G, vous avez alors pour n'importe quel t dans l'intersection, donc G intersection moins infini x, vous avez alors que phi de t est bien sûr plus petit que phi de x, par croissance de phi. Croissance de phi. Donc ça vous permet de montrer que l'ensemble est majoré, et qui plus est, vous donne un majorant. Ce majorant, ce serait phi de x, mais en fait, ce majorant, c'est le maximum. Et donc, ça veut dire que dans le cas où x est dans G, eh bien, psi de x, c'est phi de x, et ça répond déjà à la question 4. Bon, je ne vais pas me priver. Donc, en faisant ça, je réponds déjà à la question 4. Ainsi, pour tout x dans G, psi de x, c'est phi de x. Comme je viens de le dire, vous venez de démontrer que phi de x est un maximum de votre ensemble. Donc c'est terminé, ce maximum est nécessairement le sup. Deuxième cas de figure, si x n'est pas dans G, on peut considérer l'intervalle ouvert x, x plus 1, et comme G, encore une fois, est dense, pour le même argument qu'au-dessus, eh bien, vous savez que cet ensemble-là est non vide. Vraiment, c'est la même idée, là encore, c'est le même genre d'idée aussi que pour les rationnels, quand vous utilisez le fait que les rationnels sont denses. Une autre des propriétés de dire, oui, la suite, vous pouvez, pour n'importe quel élément qui est réel, vous pouvez trouver une suite d'éléments rationnels qui tend vers ce réel. Il y a d'autres définitions, comme de dire que pour n'importe quelle paire de réels, vous pouvez toujours trouver un rationnel qui est strictement compris entre les deux réels, par exemple. Bon, là, c'est un peu le genre d'idée avec les ouverts, justement, l'intersection entre un ouvert et un ensemble dense. C'est exactement le même genre d'idée qui se dessine. Donc, vous savez que cet ensemble-là est non vide. Et donc, à partir du moment où vous savez que cet ensemble-là est non vide, eh bien, vous prenez A là-dedans, donc soit A ou alpha plutôt. Je ne sais pas si je devrais l'appeler alpha. Réfléchissons, bon, je sais pas, B, on va pas s'embêter. Donc, soit B, un élément qui est donc dans cet intervalle-là. Et encore une fois, par croissance de phi, vous avez que pour tout t dans l'intervalle demandé, donc G intersection moins infini x, vous savez que phi de t, ça va être en effet plus petit que phi de b. Donc encore une fois, par croissance, vraiment la même chose. Et donc, vous venez de trouver un majorant pour l'ensemble des éléments qui est ici. Donc ça veut dire que votre ensemble-là est majoré. D'où l'ensemble est majoré. Et donc si l'ensemble est majoré, vous avez bien le sup. Donc le sup existe. Et voilà, on vient de répondre à la deuxième question, tout en répondant à la question 4. Voilà, bon, on aurait très bien pu séparer, j'aurais pu juste me contenter de faire un argument général qui marchait, et l'argument général, ça serait ça. Mais je pouvais aussi raffiner un petit peu et répondre déjà à une autre question, parce que voilà, ça prononce bien la fonction phi. Ok, ça c'est fait, très bien, donc ça on est content. Je peux maintenant effacer. On vient donc de montrer que notre fonction psi est bien définie. Maintenant, pour la 4, on vient de le faire, donc je ne vais peut-être pas le faire.
Mais pour la 3, on ne l'a pas encore faite, et ça, c'est pas très dur, parce que ça, c'est vraiment une propriété très élémentaire de première année de classe préparatoire. Il suffit de constater que si on a x plus petit que y, alors l'ensemble donné par x va être inclus par l'ensemble donné par y. Et c'est tout. Si vous avez une inclusion entre deux ensembles, alors les sup vont être plus petits que l'autre, l'un par rapport à l'autre, donc dans le même sens que l'inclusion. Donc pour le 3, si je prends x et y deux réels, tels que x est plus petit que y, plus petit ou égal, hein, ça sera peut-être mieux, eh bien vous avez l'ensemble, comme j'ai dit, des phi de t pour t appartenant à g inter moins infini x, qui est bien sûr inclus dans l'ensemble des phi de t pour t dans moins infini y inter g. Bon, j'ai pas fait l'intersection dans le même sens, mais c'est pas grave, c'est le même. De toute façon, voilà, c'est assez clair, vous faites le tour jusqu'à x, et là vous faites le tour jusqu'à y, bah, là-dedans vous avez fait le tour jusqu'à x. Donc vous avez cette inclusion-là, et cette inclusion-là implique l'inégalité sur les sup, donc c'est-à-dire psi de x ici, est en effet plus petite que psi de y. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide. Pareil pour la question 4, hein, que j'ai déjà traitée, il suffit de montrer que quand j'ai x qui est dans g, ce phi de x est un majorant, et donc par conséquent c'est un maximum, et quand on a un maximum, c'est aussi une bande sup. Voilà. Ça permet de rappeler aussi la distinction entre bande sup et maximum. Un maximum, c'est un élément qui majore tout votre ensemble et qui est atteint dans votre ensemble, et une bande sup, c'est un élément qui majore votre ensemble, mais qui est le plus petit des majorants, donc vous ne pouvez pas trouver un élément juste plus petit que celui-ci qui majorer encore une fois votre ensemble. Et une bande sup, ce n'est pas nécessairement un maximum, puisqu'il se peut que cet élément-là ne soit pas dans votre ensemble. Voilà. C'est bien, ça permet de souligner la différence entre maximum et sup. Alors maintenant, on va attaquer la partie difficile, en tout cas pour moi qui semble difficile, c'est le fait de montrer que ce psi-là est bien une fonction continue. Donc montrer que psi, et là on veut montrer encore mieux, on veut montrer que c'est uniformément continu sur R. Ok. Alors pour montrer que c'est uniformément continu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec le fait que G est dense, hein, bien sûr. Donc c'est-à-dire que notamment, on peut se rapprocher de 0 autant que l'on souhaite. Donc on peut trouver une suite d'éléments dans G, limite croissante si on veut, de n'importe quelle taille, qui fasse que chacun des xi tende vers 0. Enfin, la suite des xi plutôt, pas chacun des xi, la suite des xi tend vers 0. Donc ça va être ça le point de départ, je pense, de tout ça. Et après, pour montrer l'uniforme continuité, il faut quand même se rappeler de ce que ça veut dire l'uniforme continuité. Donc peut-être que ce serait bien de commencer par écrire ce qu'on veut démontrer. Donc ce qu'on veut démontrer, c'est pour tout epsilon positif, il existe un état positif tel que pour n'importe quel x, y réel, si on a la valeur absolue de x moins y qui est plus petite que état, alors nous avons la valeur absolue de psi de x avec psi de y qui est plus petite que epsilon. Et ce qu'on veut traiter, c'est le cas où on veut regarder en 0. Donc ça veut dire que y égale 0, disons, et x, ça peut être un élément, et pour l'instant un élément, si on veut, juste du groupe, donc de G. D'accord? Donc je vais commencer par ça. K. Hop là. Alors, je veux le cas où x est un élément de G, y égale 0. Donc, je vais essayer de me ramener un petit peu à ce cas-là. Et puis, on peut aussi traiter juste le cas positif, hein, encore une fois, pour simplifier un peu la vie. Donc, soit alpha. Donc, on peut aussi supposer... Alors, je vais peut-être pas l'appeler x, je vais l'appeler alpha pour l'instant. On peut aussi supposer alpha positif. Donc comme je l'ai dit il y a quelques instants, comme G est dense dans R, ça veut dire qu'il existe
Donc pour n'importe quel entier naturel, si on veut, on va peut-être faire intervenir un entier naturel qui va nous permettre aussi de délayer un peu toute notre affaire. Pour n'importe quel entier naturel, non nul, on peut construire une suite x0 qui serait égal à 0, inférieur égal à x1, inférieur égal blablabla, jusqu'à inférieur égal à xn-1, inférieur égal à xn qui serait égal à alpha. Je vais l'appeler A, mais je vais l'appeler alpha. Bon, ça, c'est quand même déjà assez intéressant à constater. OK? Alors maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'image de psi de alpha par rapport à l'image de 0? Eh bien, on peut constater qu'on peut le découper par rapport à tous les xi qui apparaissent dans cette affaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir écrire psi de alpha. Ben, c'est rien d'autre que psi de alpha moins psi de 0, puisque psi de 0, ça fait 0. D'accord? Donc ça, c'est pas difficile à constater. Et puis, avec ça, je découpe avec juste la formule de somme télescopique. Donc j'ai la somme pour i allant donc de 1 à n. Est-ce que c'est 1 que je veux? C'est 0, pardon. De 0 à n-1, c'est mieux. De psi de x, xi plus 1 peut-être, moins psi de xi. Donc je peux commencer avec ça. Très bien. Un truc qu'on pourrait commencer à constater, c'est qu'on sait que psi est une fonction croissante. Donc ça vient d'une question d'avant. Par conséquent, les soustractions qui sont ici, on sait que ce sont tous des nombres positifs. Et comme ce sont tous des nombres positifs, eh bien, on sait aussi que la somme doit faire psi de alpha, donc on sait forcément qu'il y a au moins une des valeurs qui doit être plus petite que psi de alpha divisé par n. Donc, il existe un cas appartenant à 0, n-1, tel que vous avez psi de x k plus 1 moins psi de xk qui est inférieur ou égal à psi de a sur n. Enfin, psi de alpha, pardon. Donc si je fixe epsilon, vous pouvez constater que vous pouvez changer la valeur de n de façon à ce que le psi de alpha divisé par n soit plus petit que epsilon. Donc en effet, en changeant, donc en choisissant n assez grand pour que, disons, n epsilon soit plus grand que psi de alpha. Donc si je fais en sorte que cela se produise, sachant que psi de alpha est positif, bien sûr, eh bien, on se retrouve alors avec l'existence d'un cas, donc l'existence de deux éléments, même je peux mettre un peu plus précis, l'existence de deux éléments x et y qui sont dans G, tels que psi de x, pardon, moins psi de y, eh bien, soit plus petite que epsilon. Donc ça, c'est tout à fait possible. Hein, le epsilon, vous pouvez le fixer avant même toute chose, ou après même toute chose, puisque là, le n ici, voilà, le seul moment où le epsilon apparaît, c'est vraiment à partir de là, de l'argument que je sors ici. Donc là, en ayant fixé epsilon, ça va fixer au moins un n assez grand pour lequel on va pouvoir assurer qu'on a ça. Et si on choisit ce n assez grand, eh bien, on peut assurer qu'il y a au moins deux éléments d'G tels qu'on a ceci. Mais quand on a deux éléments qui sont d'G, ben là, le truc rigolo, c'est que psi, c'est la même chose que phi. Et phi, c'est un morphisme de groupe. Donc comme phi est un morphisme de groupe, ça veut dire que la soustraction des deux images qui est ici, c'est exactement l'image de la soustraction. Donc vous avez en fait, si on met peut-être un peu d'ordre, donc si on considère x plus petit que y, avec, là c'est automatique, oui, j'aurais dû préciser positif, ça sera mieux. Voilà. Donc là j'allais dire, c'est maintenant automatique en supposant que x est plus petit que, est plus grand que y. D'accord, bien sûr. Et donc, si je fais psi de x moins y, ça c'est la même chose que psi de x. Je ne l'ai pas fait dans le bon sens, je vais y arriver. Donc c'est psi de x moins psi de y, qui est égal en fait à phi de x moins phi de y, qui est égal à phi de x moins y, qui est égal à psi de x moins y. Et là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que
psi de x moins y est plus petit que epsilon. Conclusion de ce qu'on aura déjà dit, je vais peut-être laisser ça parce que c'est ça qu'on veut démontrer. Hein. Conclusion de donc tout ce que j'ai dit là, on a alors, puisqu'aussi on n'oublie pas que psi est croissante, on a alors le fait que psi, donc ainsi, comme psi est croissante, on a l'existence d'un bêta qui appartient à G même intersecté avec R plus étoile, tel que vous avez psi de bêta qui est inférieur à epsilon. Et donc là maintenant je peux m'amuser à regarder finalement l'intervalle moins bêta bêta, puisque en fait on pourra se rendre compte, comme on est dans G, psi de moins bêta c'est moins psi de bêta. Donc en fait, les inégalités que je commence à avoir, je peux le réécrire dans les négatifs aussi si je veux, ça va réinverser le sens de l'inégalité. Et en fait, je vais conclure que si je prends un élément qui est compris entre moins bêta et bêta, alors je vais avoir psi de t qui va être... ouais, c'est ça. Donc je vais l'écrire parce que ça sera peut-être un peu plus clair. Donc, par croissance de psi et par le fait que psi de moins bêta égale moins psi de bêta, on a l'existence d'un bêta dans G inter R plus étoile, tel que pour n'importe quel t compris entre moins bêta et bêta, nous avons psi de t en valeur absolue qui est plus petite que epsilon. Et voyez se dessiner devant vous un début de la propriété qui est ici, puisque ici bêta, ça semble être le bon gars pour avoir ensuite l'uniforme continuité. Donc si je prends epsilon avec le bêta que j'ai posé, on pourrait a priori s'en sortir pour avoir tout ce qu'il nous reste. Maintenant la question c'est est-ce que ce bêta va marcher pour tout le monde? Et là maintenant c'est une question qui se pose. Alors nous allons traiter deux cas de figure. Le cas de figure où x et y, les x et y qu'on va regarder dans les réels quelconques, eh bien sont des éléments qui sont dans G. Donc on va regarder cette première cas de figure. Et après, deuxième cas de figure, on va traiter aussi le cas où x et y ne sont pas dans G. Bon, je pense que si je devais traiter, je vais le dire comme ça sera peut-être un peu plus rapide. Si je devais traiter le cas où x et y sont tous deux dans G, j'utilise ce que je viens de démontrer. Puisque du coup, si la différence entre x et y est plus petite que bêta pour la valeur absolue, eh bien ça veut dire que je peux regarder psi de x moins psi de y, qui est la même chose que psi de x moins y, et du coup je conclue la même chose, puisque du coup x moins y étant de valeur absolue plus petite que bêta, je suis exactement là-dedans, donc c'est gagné. Voilà. Maintenant, ce qui va peut-être un petit peu plus m'intéresser, c'est le cas où x et y ne sont pas en fait dans G. Et donc je vais me permettre d'essayer de rassembler un peu le tout en un seul truc, en un seul tenant. Ça permettra d'avoir les choses peut-être plus claires. Mais on pourrait très bien faire du cas par cas et voir qu'est-ce qui se passe, si on est dans G, si on n'est pas dans G, comment ça se passe. Mais là, je vais directement y aller en disant, hop, on n'est pas dans G. Donc je répète ce qu'on vient de démontrer, je l'ai effacé, c'est dommage, mais je vais le réécrire. Donc pour l'instant, ce qu'on a démontré, c'est que pour n'importe quel epsilon positif, il existe un bêta appartenant à G inter, que je fasse pas de bêtises, inter R plus étoile, tel que pour n'importe quel X et Y appartenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? Pardon. Tel que pour n'importe quel T appartenant à l'intervalle moins bêta, bêta, on a valeur absolue de psi de t, qui n'est rien d'autre que valeur absolue de psi de t moins psi de 0, est plus petite que epsilon. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. D'accord? On veut maintenant démontrer l'autre truc ici. Alors maintenant, je vais prendre x et y dans R. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver un truc qui marche vis-à-vis de bêta. Donc, c'est-à-dire que je veux essayer de prendre x et y avec un écart pas trop grand, puisque je vous rappelle que pour avoir l'uniforme continuité, non seulement je dois prendre x et y, mais aussi il faut que je fasse en sorte que x et y ne soient pas trop loin l'un de l'autre. Donc, ça serait bien d'essayer de trouver ce que signifie ce pas trop loin l'un de l'autre. Et on peut pressentir que ça va dépendre de bêta. On aurait peut-être même envie de démarrer en disant, je vais prendre x et y tous deux plus petits que bêta.
enfin, pas tout de plus petit que bêta, mais la soustraction plus petite que bêta, c'est ça que je veux dire. Bah, en fait, ça va pas tout à fait marcher si vous faites juste bêta. Par contre, si vous faites un truc encore un tout petit peu plus petit que bêta, genre bêta sur 2, bah là, ça va marcher. Et vous allez voir très vite pourquoi. Donc, en effet, j'ai ça tel que, et là, je vais supposer la valeur absolue de x moins y est plus petite que bêta sur 2. Et je vais vous expliquer très vite, vous allez voir ce qui se passe. Je vais vous expliquer très vite ce qui peut se passer en fait si vous n'avez pas supposé plus petit que bêta sur 2. En fait, ce qui va se passer, c'est que x et y ne sont pas nécessairement dans G. Et il n'est pas impossible aussi que la séparation entre x et y soit assez grande. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de dire, je vais prendre des éléments qui sont dans G et qui sont tout juste plus petits que x, mais pas trop loin, et l'autre tout juste plus grand que y, mais pas trop loin. Et en faisant ça, vous allez voir qu'on va pouvoir dire des choses sur la soustraction qu'on voudrait faire apparaître. Donc là, ici, je vais supposer que x est plus petit que y, peut-être pour la suite. Donc supposons ici, ou plutôt x plus grand que y. Ouais, bon. Moi, je vais supposer que x est plus grand que y. Allez, puisque j'ai commencé avec x plus grand que y, on va peut-être continuer là-dessus. Donc je vais supposer que x est plus grand que y, ça ne changera rien à ce qui va suivre, puisqu'on a la croissance de psi, tout ça. Et donc ce que j'affirme, c'est que comme G est dense, encore une fois, or G est dense dans R, donc comme G est dense dans R, on sait alors qu'il existe T et T' des éléments de G, tels que, comme je viens de l'expliquer, je vais vouloir prendre un élément qui est légèrement plus petit que Y, donc je vais l'appeler T', et je vais prendre un élément qui est légèrement plus grand que T. Et qu'est-ce que j'entends par légèrement? Eh bien, je veux que la distance entre T et T' soit plus petite que bêta. C'est là où vous voyez ce qui pourrait se produire. Si malheureusement vous ne choisissez pas un très bon bêta, si vous faites en sorte que x et y soient un peu trop loin, eh bien vous amusez à prendre un t un tout petit peu plus grand, un t' un petit peu plus petit, et là vous n'avez plus forcément le fait que la soustraction entre t et t' soit exactement de distance bêta. Vous n'avez plus forcément ça. Mais l'idée ici, c'est d'utiliser la densité, encore une fois, de G dans R, et donc juste de prendre un truc légèrement plus petit et légèrement plus grand que x et que y respectivement. Donc là, ce que je vais demander, c'est être plus petit que x, si je ne fais pas trop de bêtises, x plus bêta sur 4. Et ici, je vais demander à être plus grand que y moins bêta sur 4. En faisant ça, on a alors que t moins t' est de distance plus petite que bêta. Et là, maintenant, on va pouvoir conclure. Car en effet, si je regarde maintenant psi de x moins psi de y, comme psi est une fonction croissante, je sais que psi de t est plus grand que psi de x, et je sais que psi de t' est plus petit que psi de y, et donc en mettant un moins, ça va devenir plus grand. Par conséquent, tout ça, c'est donc plus grand... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est donc plus petit ou égal, c'est ça que je voulais dire. C'est donc plus petit ou égal à psi de t, puisque psi de t est plus grand que psi de x, moins psi de t', puisque moins psi de t' est plus grand que moins psi de y. Et vous savez que la distance entre t et t' est plus petite que bêta. Donc ça veut dire que là, vous pouvez utiliser la propriété de morphisme de groupe encore une fois. Ça, c'est la même chose que phi de t. Ça, c'est la même chose que phi de t'. Donc vous avez alors psi de t moins t'. Et vous pouvez conclure alors que ce truc-là est plus petit que bêta. Pas bêta, que epsilon. Et c'est terminé. Donc bien sûr, c'est positif ici. Et donc voilà, vous avez démontré ce qui se passe pour x plus grand que y. Bien sûr, les rôles sont interchangeables, le raisonnement est totalement symétrique. Donc on conclut exactement ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, si je le réécris un peu, pour tout epsilon positif, il existe un état ici qui correspondrait à bêta sur 2, positif strict, tel que pour n'importe quel x, y dans R. Si j'ai la différence entre x et y qui est plus petite que bêta sur 2, donc ou état, vous avez en effet la différence entre les images. Hop. Et vous devriez savoir que si on a une fonction qui est uniformément continue, elle est bien entendu continue. Je rappelle que l'autre sens n'est pas vrai, sauf si vous travaillez dans un segment, et là, ça serait le théorème de Hein. Donc le théorème de Hein vous dit que si vous avez continuité, vous avez uniformément continuité sur un segment. Mais par contre, si vous êtes en dehors d'un segment, ça n'est plus forcément vrai. Et j'avais donné des exemples dans d'autres exercices. Les numéros ne me viennent pas à l'esprit, je vais vous mettre ça en description, ne vous en faites pas si ça vous intéresse de creuser un peu plus.
Voilà, on vient donc de démontrer que psi est uniformément continue et par conséquent, elle est continue. Sur R. On vient de démontrer la chose qui était la plus difficile de l'exercice. Reste maintenant le dernier point, le fait qu'on vérifie l'équation fonctionnelle souhaitée et on va pouvoir conclure. Hop. Donc ça c'est fait. Donc pour le dernier point, vous allez voir que c'est pas difficile. Maintenant qu'on a la continuité, les choses vont rouler toutes seules. Donc le 6. Vous prenez x et y des éléments dans R, et vous savez alors qu'il existe une suite Rn, on va dire ça comme ça, appartenant donc à groupe G, et il existe également une suite Sn d'éléments de G également, tels que vous avez la suite qui tend vers X, la première qui tend vers X, et la deuxième qui tend vers Y. Et avec ces propriétés-là, maintenant vous pouvez écrire psi de Rn plus Sn. Ça, c'est la même chose que psi de Rn plus psi de Sn. Encore une fois, par les propriétés de morphisme de groupe, et en utilisant ce qui se passe pour phi. Et puis, si vous faites la limite quand n tend vers l'infini d'un côté, vous avez alors que, encore une fois, par continuité de psi, on vient de la démontrer, vous avez alors que psi de cette somme-là, psi de cette somme tend vers psi de x plus y, et l'autre tend vers psi de x plus psi de y, et par unicité de la limite, vous concluez l'égalité. Terminé. On vient donc de démontrer qu'on peut étendre en effet phi à l'aide d'une fonction psi qui vérifie toutes ces propriétés-là. Cette fonction psi, grâce au résultat de l'interro-surprise, donc là je vais maintenant mettre la conclusion. Ainsi, psi est un morphisme de groupe, donc c'est une fonction continue qui va de R vers R, continue, croissante, telle que pour tout x, y dans R, psi de x plus y, c'est psi de x plus psi de y. Et par conséquent, parce qu'on a fait dans l'interro-surprise numéro 20, vous savez alors que psi de x, c'est égal à un certain lambda x, donc avec un lambda, et vous pouvez constater comme vous voulez la croissance, avec lambda un réel positif. Et comme psi étant phi, ça veut dire que psi et phi valent la même chose sur G, donc pour tout t dans G, vous avez bien phi de t, qui n'est rien d'autre que psi de t, dans ce cas-là, qui est égal à lambda fois x. Et donc c'est gagné, vous venez de démontrer ce qui était à démontrer. Voilà, c'est donc un très joli exercice que je vous ai proposé là. Je le trouve vraiment très sympathique avec tous les outils qu'on a dû employer, avec des questions d'uniforme continuité qui me semblent très importantes à avoir manipulées, avec des questions même assez élémentaires de première année, avec le fait que psi est bien défini, tout ça. Vraiment, les points les plus importants en fait dans cet exercice que je vous ai disséminé dans le plan, c'est vraiment cette idée que d'abord, on veut étudier ce qui se passe pour n'importe quel sous-groupe de R. Et puis, une fois qu'on a étudié ce qui se passe pour n'importe quel sous-groupe de R, donc bien sûr R, pas ce que j'entendais par R+, c'est bien sûr avec la loi plus. Après que vous ayez fait cette chose-là, réussir à étendre proprement votre fonction phi en une fonction psi qui vérifie les mêmes propriétés, mais vous le faites sur R. Et par cela, et par le résultat d'interro-surprise numéro 20, donc juste une étude d'équation fonctionnelle très classique, vous arrivez à conclure exactement le résultat attendu. Voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui aimeraient aller un peu plus loin sur ce genre d'exercice par exemple, ou qui aimeraient juste découvrir la chaîne, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi pour ça. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter de maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!